Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de la granulomatose avec polyangite, anciennement granulomatose de Wegener, dans le cadre du DU d'études approfondies des polyarthrites et des maladies systémiques. Je suis Xavier Puéchal et je travaille au Centre des références des maladies auto-immunes systémiques rares à l'hôpital Cochin à Paris. De quoi parle-t-on? On parle d'une vascularite qui prédomine sur les vaisseaux de petit calibre, qui s'associe à des anticorps anticytoplasme des polynucléaires dans l'immense majorité des cas, dirigés contre la protéinase 3. Il s'agit d'une vascularite sans asthme, mais avec du granulome, qui est parfois difficile à différencier d'une autre vascularite associée aux ANCA, la polyangite microscopique, et c'est souvent plus facile de la différencier d'une granulomatose éosinophilique avec polyangite, cette dernière ayant un asthme et une éosinophilie. Voici sur la plaque de gauche une fluorescence cytoplasmique typique de ce qu'on observe des formes systémiques de granulomatose avec polyangite et habituellement dirigée contre la protéinase 3. Et à droite, vous avez une fluorescence périnucléaire ciblant l'amyloperoxydase qui peut se voir plus rarement dans la granulomatose avec polyangite et qui est assez peu spécifique de polyangite microscopique ou de granulomatose éosinophilique avec polyangite. La spécificité des ANCA au diagnostic sur une large cohorte du groupe français montre que les 3/4 des patients ont des ANCA anti-PR3. 16% ont des ANCA anti-MPO et un petit nombre d'entre eux n'a pas d'ANCA décelé par immunoessai, et notamment par ELISA, qui est le test le plus fréquent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les immunofluorescences sont amenées à disparaître et les immunoessais sont maintenant plus sensibles et plus spécifiques et vont remplacer l'immunofluorescence en dépistage comme en confirmation. Donc, retenez bien que 91% de ces patients ont des ANCA avec un test en immunoessai. Toutes ces vascularites peuvent s'exprimer par des signes généraux, des myalgies, ACPK normal, des arthralgies d'horaire inflammatoire, voire une polyarthrite. Et la vascularite peut toucher différents organes et être responsable d'une atteinte du système nerveux périphérique ou d'une atteinte du système nerveux central, d'une atteinte cutanée qui va vous permettre d'orienter votre diagnostic vers une vascularite, d'atteintes pulmonaires qui peuvent être des hémorragies alvéolaires, des infiltrants ou des nodules, ou de signes digestifs comme une hémorragie digestive ou une perforation, voire une atteinte rénale. Mais ce qui est particulier à la granulomatose et avec polyangéite, c'est qu'il existe une atteinte ORL qui est floride, des nodules pulmonaires et des granulomes et des pachyméningites, autant de manifestations qui traduisent le granulome associé à la vascularite. En effet, il y a plusieurs phénotypes de granulomatose avec polyangite. À côté de la capillarite pulmonaire responsable de l'hémorragie alvéolaire ou de la glomérulonéphrite rapidement progressive, vous avez effectivement des manifestations granulomateuses comme les atteintes ORL ou les nodules pulmonaires. Voici sur une large série de granulomatoses avec polyangite la répartition des différentes atteintes au diagnostic. Et vous voyez que l'atteinte ORL se taille la part prépondérante. Souvent, les malades ont une atteinte ORL qui est le premier signe avec des sinusites itératives, récidivantes, des otites, des rhinites croûteuses avec des croûtes nasales. Et très souvent, le diagnostic n'est fait que très secondairement. L'atteinte pulmonaire associe à la fois les signes de vascularite, hémorragie alvéolaire, et les signes de granulome, nodule. Et l'atteinte rénale touche plus d'un malade sur deux avec une glomérulonéphrite extracapillaire. Retenez cette triade très caractéristique de la granulomatose avec polyangite. À côté de cette triade, vous avez souvent des signes généraux, de la fièvre, des arthralgies ou des myalgies et plus occasionnellement des signes oculaires du système nerveux périphérique ou du système digestif. Voici par exemple une sinusite qui peut être le premier signe de cette granulomatose avec polyangéite, et c'est à vous d'aller rechercher à l'interrogatoire chez un malade qui a une vascularite si oui ou non il y a eu des signes avant-coureurs itératifs ORL. Voici une image de prolifération extracapillaire chez un patient atteint de glomérulonéphrite extracapillaire, donc
avec une granulomatose avec polyangéite. Et voici un tableau d'hémorragie alvéolaire avec une hémoptysie et une défaillance hémodynamique. Voici les nodules pulmonaires, quand on les biopsie, c'est du granulome, qui sont très spécifiques de granulomatose avec polyangéite, mais bien sûr, ils peuvent se voir en cas d'infection également. La survie de ces patients est influencée évidemment par leur âge, mais également par l'existence d'une atteinte rénale, d'une atteinte digestive sévère ou d'une insuffisance cardiaque. Au contraire, quand ils ont une atteinte ORL, ils ont plutôt un meilleur pronostic vital, mais ils ont tendance à rechuter plus souvent. Voici des courbes de survie globale de la maladie sur une large cohorte française. Et vous voyez surtout que le pronostic a été considérablement amélioré après les années 2000, avec une espérance de vie qui rejoint maintenant celle de la population générale, la différence étant significative. Quand on regarde par contre maintenant les taux de survie sans rechute, on se rend compte que les rechutes sont particulièrement fréquentes dans cette maladie après un traitement d'entretien par immunosuppresseur conventionnel, puisque vous voyez que 2 tiers des patients ont rechuté à 5 ans et que 5 patients sur 6 ont rechuté avant 10 ans. Et comme vous voyez en bleu, les courbes les plus récentes ne montrent aucune amélioration de ce taux de rechute qui reste un problème majeur dans les vascularites associées aux ANCA et particulièrement au cours de la granulomatose avec polyangéite. Le facteur de risque indépendant de rechute retrouvé dans toutes les séries est l'existence d'ANCA anti-PR3. Comment traite-t-on ces patients? Toutes les vascularites associées aux ANCA se traitent par un traitement d'induction dont l'objectif est d'obtenir une rémission complète qu'on obtient habituellement dans plus de 80% des cas en moins d'un semestre, 3 à 6 mois. Et une fois l'obtention de la rémission obtenue, à ce moment-là, eh bien, on passe à un traitement d'entretien, car je vous l'ai dit, les rechutes sont particulièrement fréquentes et l'objectif du traitement est de prévenir ces rechutes. Voyons d'abord le traitement d'induction. Au cours de la granulomatose avec polyangéite, il est indispensable d'associer à la corticothérapie un immunosuppresseur. Toute granulomatose avec polyangéite doit avoir un immunosuppresseur en traitement d'induction, que ce soit le cyclophosphamide ou bien le rituximab. Un petit mot sur les corticoïdes qui ont fait considérablement améliorer le pronostic des malades avec vascularite nécrosante, amélioration de la survie qui est confirmée par toutes les études. La prednisone est débutée à 1 mg kg pendant 3 semaines, puis on décroît la posologie. Et dans le PNDS, nous avions indiqué les points de repère essentiels des corticoïdes. Retenez 10 mg par jour à 6 mois et 5 mg par jour à 1 an. La corticothérapie est habituellement maintenue pendant 1 an à 18 mois en fonction de l'évolution. Alors, y a-t-il une place pour une corticothérapie initiale moins lourde dans le traitement des vascularites associées aux ANCA sévères? C'est ce qu'a essayé de rechercher cette étude publiée l'année dernière dans le New England Journal of Medicine, qui évaluait les échanges plasmatiques et des glucocorticoïdes chez des patients particulièrement sévères, avec comme objectif de démontrer la non-infériorité, notamment d'une dose réduite de corticoïdes, sur un critère composite qui associait mortalité ou insuffisance rénale terminale. À droite, vous avez le groupe dose réduite pour vous montrer que la corticothérapie dans ce schéma allégé de corticoïdes devait avoir pour objectif d'atteindre 10 mg par jour à 3 mois et non pas à 6 mois comme je vous l'ai dit dans le PNDS français et 5 mg par jour avant 5 mois. Pour être inclus, il fallait avoir soit une granulomatose avec polyangite, soit une polyangite microscopique et avoir soit une atteinte rénale, soit une hémorragie alvéolaire. Les patients étaient randomisés pour recevoir échange plasmatique ou absence d'échange plasmatique et dans chacun des 2 groupes, ils étaient randomisés de nouveau pour recevoir une dose standard de corticoïdes ou une dose réduite de corticoïdes. Le traitement d'induction était laissé à la libre initiative de l'investigateur pour recevoir soit du cyclophosphamide, soit du rituximab. Voici les résultats sur la corticothérapie allégée qui est en bleu, où figure la probabilité de décès ou d'insuffisance rénale terminale au cours du temps. Et vous voyez que la courbe en bleu de schéma réduit de corticoïdes est à peu près la même que celle d'une dose standard de corticoïdes. Ce qui veut dire qu'un schéma allégé de corticoïdes initial n'entraîne pas un moins bon contrôle des vascularites sévères
dans cette étude, avec une hypothèse de non-infériorité qui avait été acceptée. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde par contre les effets indésirables sévères et notamment le taux d'infection sévère, on se rend compte que le bras qui a été randomisé pour avoir moins de corticoïdes avait une probabilité inférieure de 30% de développer une infection sévère à 1 an. Donc, cette étude a conclu qu'un schéma allégé de corticoïdes initial n'entraînait pas un moins bon contrôle des vascularites sévères. Donc, probablement qu'on va pouvoir donner moins de corticoïdes à nos patients et d'autant plus que cela permet de réduire de 30% le taux d'infection sévère à 1 an. Cette étude évaluait également les échanges plasmatiques et je ne vous montre pas les résultats, mais les échanges plasmatiques, ça a été un peu la déception, n'ont pas réduit le taux de critères composites composés de décès ou insuffisance rénale terminale. Ce qui fait que les recommandations françaises du Conseil scientifique du groupe français ont dit, comme tout le monde, que la place des échanges plasmatiques devait maintenant être réduite suite à cette étude, mais qu'on ne pouvait exclure leur intérêt chez certains patients à discuter au cas par cas, notamment les patients qui ont une hémorragie alvéolaire sévère ou ceux qui ont aggravé dans un deuxième temps leur insuffisance rénale malgré le traitement conventionnel. Ce n'étaient pas des malades inclus dans cet essai thérapeutique. Et enfin, quand vous n'avez pas encore le résultat des anticorps anti-MBG où les échanges plasmatiques représentent le traitement de base de cette vascularite, vous avez le droit de commencer les échanges en attendant d'avoir le résultat des anticorps et d'arrêter éventuellement les échanges une fois que vous avez la négativité des anticorps anti-MBG. Quid du cyclophosphamide qui se donne par voie veineuse en Europe sous forme de perfusion à 0,6 mg, à 0,6 g par mètre carré, à 3 perfusions distantes de 14 jours d'intervalle, puis à 0,7 g par mètre carré toutes les 3 semaines jusqu'à obtention d'une rémission. On baisse la dose en cas d'insuffisance rénale et on ne dépasse pas les 500 mg en dose totale de cyclophosphamide par perfusion chez les sujets de plus de 65 ans. On réalise 6 bolus au total qui permet dans l'immense majorité d'obtenir une rémission complète. Si tel n'est pas le cas, on peut rajouter 3 bolus supplémentaires. On n'oublie pas la prévention de la pneumocystose, particulièrement fréquente sous cyclophosphamide, notamment au cours de la granulomatose avec polyangéite, ni la préservation de la fertilité. Le rituximab est une alternative comme traitement d'induction des granulomatoses avec polyangéite et 2 études ont permis de montrer leur place. L'étude Princeps américaine randomisait des patients qui avaient soit une granulomatose avec polyangéite, soit une polyangéite microscopique sévère. Ils recevaient tous des bolus de méthylprénisolone et ils recevaient tous une corticothérapie initialement à 1 mg kg jour. Les patients étaient soit traités avec un schéma conventionnel américain, c'est-à-dire avec du cyclophosphamide Peros relayé par de l'azatioprine pendant 12 à 15 mois, ou bien recevaient une perfusion hebdomadaire de rituximab pendant 4 semaines et sans rien après. Le critère principal d'efficacité était le taux de mise en rémission complète ayant permis l'arrêt de la corticothérapie. Et vous voyez que ce taux de mise en rémission complète avec arrêt de la corticothérapie est de 64% dans le bras rituximab et 53% dans le bras cyclophosphamide, ce qui permettait de valider la non-infériorité, mais pas la supériorité. Les patients étaient stratifiés en fonction de l'existence d'une nouvelle maladie ou d'une rechute, et dans le sous-groupe des patients qui étaient en rechute, le rituximab mettait plus souvent les patients en rémission que le cyclophosphamide, la différence étant significative. Les résultats à 18 mois figurent sur cette plaque et vous voyez que la rémission complète persiste à l'arrêt de la corticothérapie à 18 mois chez 39% seulement des malades sous rituximab et 33% chez les malades qui ont reçu cyclophosphamide suivi d'azatioprine. Ce taux de rechute est élevé, n'est pas différent entre les 2 bras de randomisation. Une fois que la rémission est obtenue, c'est l'occasion de passer à un traitement d'entretien. Certains patients présentent des difficultés pour être mis en rémission. Je vous ai mis ici un granulome orbitaire, par exemple, mais également les sténoses trachéobronchiques posent des problèmes thérapeutiques particulièrement difficiles. Le traitement d'entretien a pour objectif de prévenir la récidive. La corticothérapie a sûrement une place dans ce traitement d'entretien. Une méta-analyse
du taux de rechute selon la durée des corticoïdes a montré que des corticoïdes à faible dose sur le long de l'herbe étaient associés à un moindre taux de rechute. Le traitement conventionnel d'immunosuppresseurs d'entretien reposait autrefois sur l'azatioprine ou le méthotrexate, qui donnent des résultats à peu près similaires. Mais par contre, vous voyez que le taux de rechute à 3 ans est catastrophique avec ce traitement par immunosuppresseur conventionnel qui a été complètement détrôné par l'avènement du rituximab. Le rituximab s'administre à 500 mg tous les 6 mois depuis cette étude du groupe français d'études des vascularites qui a évalué en entretien chez des malades qui avaient soit une granulomatose avec polyangite, soit une polyangite microscopique sévère, après des bolus de méthylprednisolone et un schéma conventionnel d'induction avec du cyclophosphamide, et vous retrouvez les 10 mg par jour à 6 mois de prednisone du PNDS. Les patients étaient ensuite randomisés à la rémission pour recevoir soit 5 perfusions de rituximab en 18 mois, un J1, un J14 et une perfusion tous les 6 mois, soit de l'azatioprine pendant 22 mois. Le critère principal étant le taux de rechute majeur au 28e mois. Et vous voyez qu'il n'y a pas photo, le rituximab est associé à une bien meilleure survie sans rechute majeure chez ces patients avec un hazard ratio à 6. Quand on regarde ce qui se passe à distance de l'arrêt du traitement, on se rend compte que le bénéfice du rituximab par rapport à l'azatioprine se maintient dans le temps, ici à 5 ans, mais on se rend compte également qu'après 2 ans d'arrêt de traitement du rituximab, les rechutes s'accumulent et surviennent dans le bras qui avait reçu du rituximab d'entretien. On s'est posé la question de savoir si on pouvait ou pas administrer le rituximab uniquement si on avait des signes avant-coureurs ou annonciateurs de rechute, comme par exemple une repopulation B ou une ascension significative du taux des ANCA. Et la réponse est oui, puisque vous voyez que le taux de survie sans rechute est comparable dans les deux bras. Mais attention, il y a uniquement 80 patients qui ont été inclus dans chaque bras. Et vous voyez qu'il y a quand même un petit bénéfice aux perfusions systématiques avec un taux de rechute qui était quand même moindre, même si la différence n'était pas significative. Enfin, une autre étude a évalué la durée optimale de traitement d'entretien par le rituximab. Les patients étaient en rémission, recevaient un schéma de rituximab d'entretien, puis étaient randomisés une nouvelle fois pour recevoir soit 4 perfusions supplémentaires de rituximab en entretien, soit du placebo. Et on évaluait le taux de rechute à distance. Traitement d'entretien par rituximab ou traitement d'induction par rituximab ou cyclophosphamide, traitement d'entretien par rituximab. Et vous voyez le bras ici qui a reçu 4 perfusions supplémentaires, donc un traitement au total de presque 4 ans de rituximab, qui a 4% de rechute versus 26% de rechute chez les patients qui ont été traités uniquement avec un traitement d'entretien pendant 18 mois, c'est-à-dire 2 ans de traitement d'entretien si on tient compte de l'effet rémanent du rituximab. La différence étant très significative avec un hasard radio très important. Si je résume, finalement, le rituximab est en train de changer complètement le pronostic de la granulomatose avec polyangéite. Il peut s'administrer en traitement d'induction, il y a l'AMM pour cela. Il n'est pas moins efficace que le cyclophosphamide avec une tolérance identique, mais il est plus efficace que le cyclophosphamide en cas de rechute. Il évite sa toxicité cumulative et un de ses intérêts majeurs, c'est de préserver la fertilité, notamment chez les femmes, et notamment l'autre intérêt est dans les formes réfractaires. Le rituximab en prévention des rechutes est également une très grande avancée qui a aussi bénéficié d'une AMM. Il est plus efficace que le traitement conventionnel d'entretien. Il divise par 6 la probabilité de rechute majeure au 28e mois et il est devenu maintenant le traitement de référence en entretien de ces vascularites. La recommandation de durée du traitement d'entretien par le rituximab pour les patients qui ont des ANCA anti-PR3 ou en rechute 4 ans de traitement d'entretien, ce sont les 2 facteurs associés à une probabilité de rechute la plus importante. Par contre, les patients qui ont des ANCA anti-MPO ou qui n'ont pas d'ANCA peuvent être traités par 2 ans de traitement d'entretien en première intention. Je vous remercie de votre attention.